Tu parles des 10 millions avant ou après la dette convertible de 62 millions? Il a fallu moins de 3 secondes pour que le sourire arrogant de Raphaël disparaisse. Lors de la fête des 20 ans de Bernard Capital, il voulait prouver sa supériorité en humiliant sa femme devant l'élite parisienne. Il ne savait pas qu'elle avait passé 6 ans à analyser les bilans comptables qu'il pensait avoir cachés. Ce n'est pas seulement une histoire de divorce, c'est l'art de la guerre financière menée depuis une cuisine silencieuse. Découvrez comment une question méprisante est devenue la pire erreur de sa carrière et comment Naïma a transformé son humiliation en triomphe. Soutenez notre travail avec un like et abonnez-vous pour la suite. Quelle heure est-il chez vous? Écrivez votre pays en commentaire. On vous lit. Le salon principal de l'hôtel particulier donnait directement sur la Seine, dont les reflets nocturnes filtraient à travers de hautes baies vitrées et se mêlaient à la lumière dorée des lustres, créant une atmosphère de luxe calme et de satisfaction assumée. Une musique lente, choisie pour ne jamais couvrir les conversations importantes, glissait dans l'air comme un rappel discret du pouvoir et de l'argent réunis ce soir-là. Plus de 300 invités occupaient l'espace avec l'aisance de ceux qui savent appartenir au cercle intérieur, et 12 partenaires stratégiques échangeaient des poignées de main mesurées sous un immense écran où s'affichait, en caractères sobres et élégants, la somme de 480 millions d'euros, symbole de contrats célébrés et d'ambitions consolidées. Naïma Touré se tenait aux côtés de son mari, Raphaël Bernard, dans cette zone centrale où tout regard finissait par converger. Elle portait le rôle de l'épouse du directeur général avec une retenue presque invisible, comme si sa présence devait rester fonctionnelle et silencieuse. Autour d'eux, les hommes en costume sombre et les femmes aux robes structurées arboraient des badges soigneusement calligraphiés, cartes d'identité sociale suspendues à leurs cousses ou épinglées à leur veste. Naïma, elle, n'en avait pas, et cette absence minuscule prenait une ampleur étrange au milieu de cette forêt de noms et de titres. Raphaël parlait avec aisance, corrigeant parfois Naïma sur un détail anodin, reformulant une phrase qu'elle venait à peine d'achever ou précisant une information que personne n'avait demandée. Ce geste, répété sans même y penser, était devenu un réflexe façonné par des années de contrôle subtil. Lorsqu'un investisseur s'adressa directement à Naïma pour lui demander ce qu'elle faisait dans la vie, Raphaël répondit, avant qu'elle n'ouvre la bouche, avec un sourire léger qui oscillait entre la plaisanterie et le mépris feutré, laissant entendre que la question n'avait finalement que peu d'importance. Le champagne circulait généreusement, et Raphaël, porté par l'ivresse douce de la reconnaissance collective, se laissait aller à une assurance plus voyante. Les verres se vidaient et se remplissaient à nouveau, les rires devenaient plus francs, et le bruit de fond montait sans jamais devenir chaotique. Dans ce contexte d'autosatisfaction partagée, Raphaël sentit le besoin instinctif d'affirmer sa position, non seulement comme dirigeant, mais comme homme dont l'autorité ne pouvait être remise en question. Il leva légèrement la voix, juste assez pour attirer l'attention des convives proches, puis davantage encore pour que la remarque se diffuse comme une onde. Avec une expression faussement amusée, il lança une question qui se voulait brillante et condescendante à la fois, demandant à Naïma où elle placerait 10 millions d'euros si elle se prétendait réellement compétente en matière financière. La phrase, prononcée sur le ton de la plaisanterie, portait pourtant le poids d'une mise à l'épreuve publique. Un silence bref précéda les réactions, puis des rires éclatèrent, certains sincères, d'autres prudents, tous chargés d'une curiosité presque cruelle. Des regards se tournèrent vers Naïma, mêlant compassion, intérêt et amusement, comme si elle venait d'être invitée malgré elle à jouer un rôle dont l'issue était déjà écrite. Elle resta immobile pendant 3 secondes exactes, un silence calculé qui n'avait rien de l'hésitation. Dans cet intervalle suspendu, elle sentit la somme de ses concessions passées peser sur sa poitrine, ainsi que la fatigue d'avoir trop longtemps réduit sa voix. Naïma ne détourna pas les yeux et ne chercha pas à sourire. Elle releva simplement la tête et fixa Raphaël avec une attention calme, presque clinique,
qui contrastait violemment avec l'ambiance feutrée de la réception. Aucun tremblement ne trahit son état intérieur, et aucune émotion apparente ne vint adoucir son regard. Ce geste, simple et ferme, suffisait déjà à rompre l'équilibre tacite que Raphaël croyait acquis. Pour Raphaël, cette scène était l'occasion de consolider son image, de rappeler subtilement à tous que son pouvoir s'étendait jusque dans l'intimité de son couple et que sa réussite professionnelle définissait les règles du jeu. Pour Naïma, en revanche, ce moment marquait l'aboutissement d'une pression accumulée, la limite ultime d'une endurance construite sur le silence et l'effacement. La question, posée comme un divertissement, venait de transformer une célébration en déclencheur, et la fête, sans le savoir encore, se trouvait au seuil d'un basculement irréversible. Autour d'eux, les serveurs continuaient de glisser entre les groupes avec une précision silencieuse, déposant des plateaux d'amuse-bouche qui n'étaient presque jamais regardés, tant l'attention restait rivée aux échanges de prestige. Naïma percevait chaque détail avec une netteté particulière, depuis le cliquetis discret des verres jusqu'au parfum boisé qui imprégnait la salle. Et cette hyperlucidité renforçait la sensation d'être étrangère à un décor qu'elle connaissait pourtant depuis des années. Elle se rappela, sans nostalgie, les débuts où elle avait cru que la discrétion serait temporaire, qu'elle servait un projet commun et qu'un jour son nom retrouverait naturellement sa place. À cet instant précis, elle comprit que l'effacement n'avait jamais été un passage, mais une destination que d'autres avaient choisie pour elle et que rester silencieuse plus longtemps reviendrait à consentir définitivement à cette disparition sociale. Dans la foule, certains visages exprimaient déjà une attente mal dissimulée, comme si l'on guettait une chute annoncée, tandis que d'autres, plus attentifs, pressentaient une tension inhabituelle. Raphaël, sûr de lui, savourait l'instant, convaincu que la situation confirmerait l'ordre établi. Il ignorait que, pour Naïma, cette seconde suspendue n'était pas un défi improvisé, mais la conséquence logique d'années de concessions accumulées. Elle sentit que le regard collectif pesait moins lourd que la certitude intime d'avoir enfin atteint un point de non-retour lucide et irréversible définitif. 6 ans plus tôt, l'appartement qu'ils partageaient encore semblait baigné d'une lumière plus douce, comme si les murs eux-mêmes ignoraient ce qu'ils allaient absorber avec le temps. Naïma se souvenait précisément de cet après-midi-là, lorsque Raphaël était rentré plus tôt que prévu, sa veste jetée sur le dossier d'une chaise, son téléphone encore vibrant de messages professionnels. Il s'était assis face à elle, avec cette expression calme et déterminée qu'il prenait lorsqu'il voulait convaincre sans paraître imposé. À ce moment précis, elle travaillait encore dans l'analyse financière, absorbée par des tableaux complexes et des modèles qu'elle maîtrisait mieux que la plupart de ses pairs. Raphaël avait parlé longuement de l'avenir, de stabilité, de construction, de ce mot qu'il prononçait avec une assurance presque solennelle, la famille. Il lui avait expliqué que son ascension nécessitait un équilibre parfait à la maison, une présence constante, une priorité claire. Il avait ajouté, d'une voix mesurée, qu'une carrière pouvait toujours reprendre, que le temps n'effaçait pas les compétences et que leur union méritait ce sacrifice temporaire. Naïma l'avait écouté sans l'interrompre, consciente que chaque phrase était soigneusement choisie pour résonner avec ses propres désirs de sécurité et de projets communs. Lorsqu'il avait conclu en affirmant qu'il construirait d'abord une famille et que le reste suivrait naturellement, elle avait cru reconnaître une promesse sincère, plutôt qu'un calcul. La décision avait été présentée comme un choix partagé, presque comme un geste d'amour mutuel, et Naïma s'était persuadée qu'elle conservait le contrôle. Elle avait démissionné quelques semaines plus tard, convaincue que ce retrait n'était qu'une parenthèse. Les premiers mois, Raphaël insistait pour que tout soit mis en commun, arguant que cela renforcerait leur unité et simplifierait la gestion quotidienne. Les comptes personnels furent regroupés dans ce qu'il appelait leur « fonds familial », un espace financier unique qu'il gérait avec rigueur, expliquant qu'une seule signature suffisait pour garantir sécurité et cohérence. Progressivement, Naïma remarqua qu'elle n'avait plus accès aux relevés détaillés, puis qu'elle devait demander l'autorisation pour certaines dépenses qui, autrefois, n'auraient nécessité aucune justification.
Raphaël présentait ces ajustements comme des précautions raisonnables, répétant que la stabilité à long terme exigeait parfois des concessions immédiates. Elle acceptait, persuadée que cette phase serait courte, que son rôle évoluerait à nouveau. Pourtant, les semaines devinrent des mois, et les mois s'étirèrent en années sans que la promesse initiale ne soit jamais évoquée. Dans les bureaux de Bernard Capital, Naïma continuait d'accompagner Raphaël lors de certaines réunions sociales. Mais elle se contentait d'observer. Elle remarqua des rapports financiers, oubliés sur des tables, des feuilles glissées, à la hâte, dans des dossiers laissés ouverts, et des chiffres qui, mis bout à bout, semblaient former un motif inquiétant. Parfois, tard le soir, Raphaël parlait trop fort au téléphone, l'alcool rendant ses propos moins mesurés. Des montants apparaissaient au détour d'une phrase, des dettes évoquées à demi-mot, des décisions prises dans l'urgence. Naïma n'intervenait pas, mais elle mémorisait chaque détail, chaque incohérence, comme on assemble un puzzle sans savoir encore quelle image finale en émergera. Chaque tentative de discussion se heurtait à une réponse familière. Lorsqu'elle exprimait un doute ou posait une question, Raphaël souriait avec condescendance et lui assurait qu'elle se faisait des idées, qu'elle interprétait mal des informations qui dépassaient désormais son champ d'action. Il répétait qu'elle avait trop de temps pour réfléchir et que cela nourrissait des inquiétudes inutiles. Cette inversion subtile des responsabilités la laissait souvent silencieuse, oscillant entre la colère et le désir de préserver une harmonie apparente. À l'extérieur, Naïma incarnait la figure de l'épouse modèle, attentive et discrète, toujours présente sans jamais prendre le devant de la scène. Elle participait aux dîners, aux événements, aux échanges mondains, avec une élégance maîtrisée qui renforçait l'image d'un couple uni et stable. À l'intérieur, cependant, elle construisait mentalement une cartographie précise des flux financiers, reliant les indices, comparant les chiffres entendus aux documents aperçus par hasard. Cette activité silencieuse devenait un refuge, une manière de rester connectée à une identité qu'elle refusait d'abandonner entièrement. Les années passaient, et la promesse initiale s'éloignait sans jamais être reniée ouvertement. Raphaël continuait d'évoquer l'avenir avec optimisme, mais cet avenir restait toujours repoussé, comme une ligne d'horizon inaccessible. Naïma comprit peu à peu que le sacrifice demandé n'avait pas été temporaire, mais structurel, intégré à un modèle où son effacement servait la solidité apparente de l'ensemble. Elle réalisa que son silence avait été interprété non comme une preuve de confiance, mais comme un consentement définitif. Ce constat ne s'accompagna pas d'une révolte immédiate, mais d'une lucidité froide. Elle savait désormais que les 6 années écoulées représentaient bien plus qu'une pause professionnelle. Elles constituaient un échange déséquilibré, où une promesse de famille avait remplacé une carrière tangible, sans jamais être honorée. Cette prise de conscience, silencieuse et méthodique, devint le noyau invisible de ses décisions futures. Naïma continua de sourire et de se taire, mais chaque information conservée, chaque souvenir précis, renforçait la certitude que cette histoire ne pouvait plus se prolonger sans une rupture fondamentale. La salle de réception retrouva son souffle après le silence de 3 secondes, mais ce souffle resta suspendu, comme retenu par une tension nouvelle. Naïma leva légèrement le menton et posa son regard non pas sur les invités, mais sur un point fixe au-delà d'eux, comme si le décor n'était plus qu'un écran inutile. Lorsqu'elle parla, sa voix demeura régulière, posée, dépourvue de toute inflexion émotionnelle, et cette neutralité surprit davantage que la colère n'aurait pu le faire. Elle ne répondit pas à la question posée, et elle ne tenta pas de prouver une compétence, car l'enjeu n'était plus là. Elle demanda simplement si Raphaël évoquait les 10 millions d'euros avant ou après la dette convertible de 62 millions, et cette précision glaciale fendit l'air comme une lame. Les murmures s'éteignirent instantanément, les vers cessèrent de tinter, et même la musique sembla se dissoudre dans le silence. Les regards se figèrent, cherchant à comprendre s'ils avaient bien entendu, car la question ne ressemblait en rien à une improvisation. Elle portait la rigueur d'un audit et la sécheresse d'un chiffre exact.
Près de la table centrale, Lucien Morel, associé historique du groupe et figure respectée des milieux bancaires parisiens, laissa échapper son verre, qui se brisa sur le marbre avec un bruit sec et définitif. Cet homme, habituellement maître de ses gestes, venait d'offrir, sans le vouloir, une réaction plus éloquente que n'importe quel commentaire. Raphaël, quant à lui, perdit son rythme pendant 2 secondes entières, un laps de temps presque imperceptible pour un observateur ordinaire, mais suffisamment long pour ceux qui le connaissaient. Son sourire resta figé, ses épaules cessèrent de bouger, et ses yeux cherchèrent une issue qui n'existait pas encore. Naïma poursuivit sans hausser le ton, comme si elle lisait une note mentale préparée depuis longtemps. Elle évoqua un risque de dilution de 10 à 8%, non pas comme une accusation, mais comme un fait arithmétique, neutre et incontestable. Elle mentionna ensuite une avance interne de 4,7 millions d'euros, non publiée, sans préciser d'origine ni d'intention. Chaque chiffre tomba avec la même précision, et chacun d'eux produisit un effet visible sur les visages des invités. Personne ne savait comment réagir, car elle n'expliquait rien et n'exigeait aucune réponse. Elle s'arrêta là, laissant le vide s'installer, et ce vide pesa davantage que la somme de ses paroles. Raphaël tenta de reprendre la main avec un rire bref et mal assuré, cherchant à transformer l'instant en anecdote. Puis, il proposa un toast improvisé pour détourner l'attention. Sa voix retrouva une certaine assurance, mais elle sonnait désormais forcée, comme si elle tentait de recouvrir une fissure apparue trop soudainement. Les invités et eux échangèrent des regards lourds de questions, et l'admiration qui brillait quelques minutes plus tôt se mua en une curiosité méfiante. Naïma resta immobile, consciente que le basculement venait de se produire sans éclat ni violence apparente. Elle n'avait pas élevé la voix, elle n'avait pas dénoncé, et elle n'avait pas revendiqué une place. Elle avait simplement posé des données exactes dans un espace qui n'était pas prêt à les recevoir. Autour d'elle, certains convives se penchaient discrètement vers leurs partenaires, d'autres consultaient leur téléphone, cherchant à vérifier ce qu'ils venaient d'entendre. Le décor luxueux du dîner semblait soudain fragile, comme un décor de théâtre dont on aperçoit les coulisses. Lucien Morel, encore pâle, observa Naïma avec une attention nouvelle, et son regard trahissait moins la surprise que la reconnaissance d'un esprit familier. Il comprenait la logique de cette intervention, car il connaissait le langage des chiffres et la puissance d'une information délivrée sans commentaire. Raphaël, de son côté, multipliait les gestes d'hôte attentif, circulant entre les tables, mais chaque pas paraissait calculé pour gagner du temps. La soirée reprit en apparence, mais elle avançait désormais sur une ligne de fracture invisible. Naïma sentit une clarté étrange l'envahir, une sensation de justesse plutôt que de victoire. Elle comprit qu'elle venait de quitter un rôle qu'elle n'avait jamais vraiment choisi, celui d'une présence décorative, silencieuse et interchangeable. En quelques phrases, elle avait franchi une frontière intérieure, celle qui sépare l'effacement de la lucidité assumée. Elle n'attendait aucune approbation, car l'essentiel était déjà accompli. Les chiffres avaient parlé à sa place, et ils continuaient de résonner dans les esprits. Alors que les conversations reprenaient avec prudence, Naïma observa Raphaël de loin et constata que quelque chose s'était irréversiblement déplacé. Il restait le centre officiel de l'attention, mais l'aura qui l'entourait n'était plus intacte. Elle savait que les conséquences ne seraient pas immédiates, mais elle percevait déjà la modification subtile des alliances et des certitudes. Ce moment marquait un tournant, non parce qu'elle avait humilié qui que ce soit, mais parce qu'elle avait cessé de se taire au moment précis où le silence aurait été interprété comme une soumission définitive. La voiture glissa le long des quais, coupant la scène comme une ligne sombre, et le silence qui suivit la fermeture des portières fut plus violent que le tumulte de la réception. Raphaël explosa avant même que le chauffeur n'atteigne le premier feu. Il accusa Naïma de l'avoir humilié, d'avoir saboté une soirée construite pour célébrer sa réussite, et sa voix, d'ordinaire mesurée, vibrait d'une colère qu'il ne cherchait plus à contenir. Il parlait vite, sans la regarder, comme s'il craignait qu'un simple regard n'ébranle l'édifice fragile de son autorité.
Naïma resta immobile, les mains posées sur ses genoux, et répondit qu'elle avait simplement répondu à la question qu'il avait posée. Sa voix ne trembla pas, car elle n'était pas dans la justification, mais dans l'énoncé d'un fait. Cette sobriété exaspéra davantage Raphaël, qui se lança dans une tirade sur la loyauté conjugale et la nécessité de protéger l'image publique du couple. Il évoqua les sacrifices qu'il avait consentis et la pression constante qui pesait sur ses épaules, sans jamais reconnaître la part de responsabilité qu'il avait lui-même créée. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble, Raphaël quitta la voiture sans attendre, laissant Naïma suivre à distance. À l'intérieur, l'appartement semblait plus vaste que jamais, comme si l'espace lui-même s'était dilaté pour marquer une séparation imminente. Raphaël se réfugia dans son bureau, claqua la porte et laissa derrière lui un silence chargé de menaces diffuses. Naïma, quant à elle, sentit une lucidité calme s'installer, car la confrontation attendue n'avait rien révélé de nouveau, sinon la confirmation d'un déséquilibre ancien. Cette nuit-là, elle ouvrit un dossier qu'elle conservait depuis des années, composé de souvenirs précis et de décisions avortées. Elle se rappela son parcours avant le mariage, lorsqu'elle était analyste financière senior dans un cabinet international, spécialisé dans l'évaluation des risques de liquidité et les structures de financement complexes. Elle se souvenait des réunions stratégiques, des modèles qu'elle construisait avec rigueur et de la reconnaissance silencieuse de ses pairs. Elle n'avait pas quitté cette carrière par faiblesse, mais par adhésion à une promesse familiale qui n'avait jamais été honorée. Au fil des années, des documents lui avaient été présentés après le mariage, sous forme de 3 annexes patrimoniales qu'elle n'avait jamais signées, car elles lui avaient été soumises tardivement et sans explication claire. Raphaël avait insisté sur leur caractère administratif, puis avait cessé d'en parler lorsque Naïma avait demandé du temps. Elle comprit désormais que ce silence était une stratégie, non un oubli. Les chiffres qu'elle avait entendus lors de conversations tardives, souvent entrecoupées d'alcool, prenaient un sens nouveau lorsqu'elle les assemblait avec méthode. Le lendemain, elle reçut un message discret de Claire Dubois, directrice financière adjointe du groupe, une femme méthodique et réservée, connue pour sa loyauté envers les faits plutôt qu'envers les hommes. Claire demanda à la rencontrer brièvement, sans alerter qui que ce soit. Elles se retrouvèrent dans un café discret, loin des bureaux, et Claire confirma ce que Naïma soupçonnait déjà, à savoir l'existence d'un risque de liquidité dissimulé par des reports internes et des montages temporaires. Elle parla avec prudence, consciente des enjeux, et précisa qu'elle ne souhaitait pas rendre ces informations publiques. L'échange fut bref, presque anodin pour un observateur extérieur, mais il portait la force d'une reconnaissance silencieuse. Claire n'attaquait personne et ne dénonçait rien, mais elle validait la cohérence de l'analyse de Naïma par une phrase mesurée, prononcée au moment exact où elle devait l'être. Cet acte d'allié discret, presque invisible, lia les deux femmes dans une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin d'être formulée davantage. Naïma repartit avec la certitude que son intuition n'était pas isolée. Quelques jours plus tard, la nouvelle circula qu'Élodie Renaud, investisseuse institutionnelle influente et partenaire clé du groupe, avait décidé de suspendre un projet de financement de 120 millions d'euros. Officiellement, il s'agissait d'un ajustement stratégique, mais en coulisses, la décision provoqua une onde de choc. Raphaël tenta de rassurer son entourage, mais sa posture se fissurait, car il ne maîtrisait plus entièrement le calendrier ni les récits. Chaque report accentuait la fragilité d'un système qu'il croyait hermétique. Dans l'appartement, Naïma se retira progressivement de la vie commune, choisissant une chambre séparée sous prétexte de repos et de clarté. Cette distance fut interprétée par Raphaël comme une mise à l'écart, voire comme une punition, et il laissa entendre qu'elle se coupait de toute influence. En apparence, elle semblait isolée, absente des dîners et des échanges mondains, réduite à un rôle secondaire. En réalité, elle venait de sortir du périmètre de contrôle qui avait façonné leur relation pendant des années. Cette période fut marquée par une impression de défaite apparente, car Naïma n'affichait aucune victoire et n'obtenait aucun triomphe visible.
Elle se contentait de reprendre possession de son espace intérieur, consciente que l'inaction calculée pouvait parfois être plus efficace qu'un affrontement frontal. Elle savait que Raphaël interpréterait son retrait comme une faiblesse, et cette illusion lui offrait une liberté nouvelle. Dans le silence de sa chambre, elle reconstruisait patiemment une stratégie fondée sur la connaissance et le timing, convaincue que la vérité, lorsqu'elle est révélée sans bruit, finit toujours par trouver sa place. Naïma entra seule dans l'agence bancaire, un matin gris où Paris semblait retenir son souffle. Elle n'était pas revenue dans ce type de lieu depuis 7 ans, depuis le jour où ses comptes avaient été absorbés sous l'intitulé rassurant de « fonds familial », une formule qui avait masqué la disparition progressive de toute autonomie financière. Cette fois, elle posa ses papiers sur le bureau avec un calme déterminé, énonça son identité et demanda l'ouverture d'un compte personnel. Le conseiller ne posa pas de questions inutiles, car tout était clair dans sa posture, et lorsque la signature fut apposée, Naïma ressentit un léger vertige, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si un geste simple venait de refermer une longue parenthèse. Dans les jours qui suivirent, elle sollicita un rendez-vous avec Mathieu Perrin, avocat interne du groupe Bernard Capital, un homme pragmatique, connu pour son aversion pour les conflits spectaculaires et son goût pour les solutions discrètes. Elle ne cherchait ni procès, ni affrontement, mais une compréhension précise de sa position et de ses droits. Mathieu l'accueillit dans un bureau aux murs sobres, lui exposa les cadres juridiques sans emphase et souligna qu'aucune action judiciaire n'était nécessaire pour rétablir un équilibre minimal. Leur échange fut technique, mesuré, et pour la première fois depuis longtemps, Naïma sentit que le langage du pouvoir lui redevenait accessible. Pendant ce temps, Bernard Capital entrait dans une phase d'instabilité silencieuse. En l'espace de 14 jours, 2 contrats majeurs furent perdus, officiellement pour des raisons de réallocation stratégique, mais chacun au sein de la direction savait que ces ruptures révélaient une fragilité plus profonde. Raphaël multipliait les réunions, tentait de rassurer ses équipes et maintenait une façade de contrôle, mais les chiffres ne répondaient plus à ses injonctions. L'absence de Naïma dans les cercles habituels n'était plus un détail domestique, mais une variable qui échappait à ses calculs. Un soir, Raphaël demanda à Naïma de le rejoindre dans le salon, un dossier épais posé devant lui sur la table basse. Il parla de restructuration patrimoniale, de nécessité d'agir rapidement pour protéger l'entreprise, et glissa naturellement vers la question de sa signature, comme si elle allait de soi. Il invoqua leur histoire commune, les années partagées, et utilisa la formule qu'il avait toujours employée lorsqu'il voulait réduire une résistance naissante, en parlant de l'avenir de leur entreprise, comme si le pronom les liait encore dans une même vision. Naïma l'écouta sans l'interrompre, observa les documents, puis releva les yeux avec une clarté nouvelle. Elle refusa de signer, sans colère ni justification excessive, car sa décision ne relevait plus de l'émotion, mais d'un principe établi. Raphaël tenta d'insister, modula son ton, passa de l'autorité à la supplication, et rappela tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle répondit alors que l'entreprise était devenue exclusivement la sienne le jour où il avait effacé son accès, son regard et sa voix des décisions financières. Cette phrase marqua une rupture nette, car elle ne cherchait pas à convaincre, mais à délimiter un espace. Raphaël comprit que l'argument affectif ne fonctionnait plus, que la culpabilité ne produisait plus l'effet escompté, et que le pouvoir qu'il croyait inhérent à son statut s'était dissous dans l'indépendance retrouvée de Naïma. Il resta silencieux, confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, à savoir que le contrôle pouvait s'évanouir sans bruit, sans crise visible, simplement par le refus calme de coopérer. Dans les jours suivants, Raphaël tenta de rétablir un dialogue, chercha des compromis et proposa des ajustements qui auraient semblé généreux quelques semaines plus tôt. Naïma accueillit ces tentatives avec courtoisie, mais sans céder sur l'essentiel, car elle avait désormais identifié la frontière à ne pas franchir. Cette frontière n'était pas une vengeance, mais une ligne de protection, tracée pour préserver ce qu'elle avait mis tant de temps à reconstruire.
La prise de conscience fut progressive pour Raphaël, mais elle s'imposa avec une évidence douloureuse. Il réalisa que le pouvoir qu'il exerçait n'était pas seulement financier ou hiérarchique, mais reposait sur l'acceptation tacite de Naïma, sur son silence et sa disponibilité. En perdant cette acceptation, il perdait une part essentielle de son autorité, sans que personne n'ait besoin de la lui retirer explicitement. Cette révélation le laissa désorienté, car elle ne pouvait être réparée par aucun acte unilatéral. Naïma, de son côté, éprouvait une forme de sérénité qu'elle n'avait jamais connue dans leur mariage. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni désir de revanche, mais la satisfaction tranquille d'avoir posé une limite claire. Chaque geste, chaque refus, chaque décision prenait désormais appui sur une cohérence intérieure retrouvée. Elle savait que ce choix aurait des conséquences, mais elle acceptait cette incertitude comme le prix d'une liberté longtemps différée. Ce chapitre de leur relation se referma sans éclat, sans scène dramatique, mais avec la certitude que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Les rôles étaient redéfinis, les illusions dissipées, et la frontière entre eux, une fois tracée, ne pouvait plus être effacée sans consentement mutuel. Raphaël comprit alors que le contrôle n'était pas un acquis permanent, mais une construction fragile, et que Naïma venait de lui retirer la pierre angulaire sur laquelle il reposait. La pression ne se manifesta pas par des cris, ni par des titres alarmants, mais par une série de décisions silencieuses qui révélèrent l'ampleur de la fragilité de Bernard Capital. Pour maintenir la liquidité, le groupe fut contraint de céder des actifs considérés jusque-là comme intouchables, des participations stratégiques accumulées au fil des années et présentées comme les piliers d'une stabilité durable. Les communiqués restèrent sobres, presque rassurants, mais dans les couloirs, chacun comprenait que cette discrétion était la forme la plus inquiétante d'un aveu de faiblesse. L'absence de scandale n'apaisait rien, car le silence, lorsqu'il s'installe, laisse toujours place à l'imagination. Raphaël suivait ses mouvements avec une attention fébrile, tentant de préserver une posture de maîtrise alors même que le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Il participait à des réunions interminables, répétait des phrases de confiance et ajustait des chiffres qui ne répondaient plus à ses efforts. Chaque vente d'actifs était une concession qu'il n'aurait jamais envisagée quelques mois auparavant, et pourtant, il signait, conscient que l'alternative serait bien plus destructrice. Il découvrait ainsi que l'orgueil, lorsqu'il refuse d'être questionné, exige toujours un prix différé, mais implacable. Naïma observait cette évolution sans jubilation, car elle n'avait jamais cherché à provoquer l'effondrement de l'entreprise. Elle connaissait trop bien la mécanique des organisations pour ignorer les répercussions humaines d'une chute brutale, et elle ne souhaitait ni vengeance, ni spectacle. Son choix fut simple et rigoureux, car elle décida de retirer uniquement la part de patrimoine qui lui revenait légalement, ni plus ni moins. Ce geste, précis et mesuré, constituait une affirmation de droit plutôt qu'une attaque, et il s'inscrivait dans la continuité de la frontière qu'elle avait déjà tracée. La procédure fut menée avec discrétion, encadrée par des échanges professionnels et dénués d'émotion. Naïma s'assura que chaque transfert respectait les accords existants et elle refusa toute tentative de dramatisation. Elle savait que cette retenue déstabilisait davantage Raphaël que n'importe quelle confrontation, car elle l'obligeait à reconnaître la légitimité de sa décision sans pouvoir la discréditer. En choisissant de ne pas humilier, elle privait l'orgueil de l'autre de son terrain favori, celui du conflit ouvert. Raphaël, de son côté, réalisait progressivement que la perte la plus douloureuse n'était pas financière. Avant même que les chiffres ne s'alignent en rouge, il avait déjà perdu ce qu'il considérait comme acquis, à savoir le lien conjugal qui soutenait sa position sociale et personnelle. Le mariage, qu'il avait longtemps perçu comme un cadre stable et adaptable à ses ambitions, se révélait être un engagement qu'il avait négligé jusqu'à l'épuisement. Cette prise de conscience ne s'accompagna pas de larmes, mais d'une fatigue profonde, celle qui naît lorsque les justifications cessent de convaincre. Ils eurent une dernière conversation un soir calme, dans un appartement presque vide, où les objets avaient perdu leur fonction symbolique. Il n'y eut ni reproche, ni accusation,
seulement des phrases simples, prononcées avec la lenteur de ceux qui savent que tout a déjà été dit. Raphaël reconnut sa part de responsabilité sans chercher à se disculper, et Naïma exprima la lassitude accumulée au fil des années sans hausser la voix. Cette honnêteté tardive ne réparait rien, mais elle permettait de clore un chapitre sans le déformer davantage. Ils évoquèrent la séparation comme une nécessité pratique, presque administrative, car l'émotion avait laissé place à une lucidité froide. La décision de vivre séparément fut prise sans drame, dans un esprit de respect mutuel qui contrastait avec les tensions passées. Chacun comprenait que prolonger l'illusion aurait été plus destructeur que d'accepter la fin. Ce choix, bien que douloureux, portait une forme de dignité que ni l'un ni l'autre n'aurait imaginé possible quelques mois auparavant. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël poursuivit ses efforts pour stabiliser l'entreprise, conscient que la confiance perdue ne se regagnait pas par des promesses, mais par une constance difficile à maintenir. Il apprit à travailler sans l'appui silencieux qu'il avait longtemps exploité, et cette solitude nouvelle l'obligea à reconsidérer ses méthodes. La réussite, dépouillée de ses artifices, se révélait plus exigeante qu'il ne l'avait cru. Naïma, quant à elle, avançait avec une sobriété assumée, organisant sa vie autour de choix réfléchis plutôt que de compromis imposés. Elle ne cherchait pas à reconstruire immédiatement, préférant laisser le temps consolider ce qu'elle avait récupéré. Son regard sur le passé n'était ni amer ni nostalgique, mais analytique, comme celui d'une professionnelle qui tire des enseignements sans s'y perdre. Elle savait que la liberté acquise avait un coût, mais elle l'acceptait comme une condition nécessaire à toute forme d'équilibre durable. Ainsi se conclut cette phase de confrontation silencieuse, marquée par la reconnaissance d'une vérité simple et pourtant longtemps évitée. L'orgueil avait exigé son tribut, et chacun en assumait désormais les conséquences sans chercher de coupable unique. Dans cette séparation civilisée, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Seulement deux individus contraints d'apprendre que le pouvoir, lorsqu'il s'exerce sans considération, finit toujours par se retourner contre celui qui le brandit. 8 mois s'étaient écoulés depuis la séparation, et Paris avait retrouvé son rythme indifférent, celui qui absorbe les drames privés sans jamais s'y attarder. Bernard Capital existait toujours, mais sous une forme réduite, plus discrète, presque prudente. Les bureaux avaient été regroupés, certaines équipes dissoutes, et les communiqués parlaient désormais d'optimisation plutôt que de conquête. Raphaël Bernard continuait d'y travailler chaque jour, mais l'aura qui l'entourait autrefois s'était dissipée. Il n'était plus l'homme que l'on attendait à l'entrée d'une salle, ni celui dont le nom suffisait à imposer le silence. Il était devenu un dirigeant parmi d'autres, compétent sans être redouté, présent sans être célébré. Cette perte de visibilité le troublait davantage que les ajustements financiers. Il découvrait que la reconnaissance, lorsqu'elle n'est plus alimentée par le regard des autres, laisse un vide que ni les chiffres, ni les titres ne comblent. Ses journées se terminaient souvent tard, non par excès de travail, mais parce qu'il tardait à quitter un bureau devenu trop calme. Il relisait parfois de vieux courriels, non par nostalgie, mais pour tenter de comprendre à quel moment précis il avait confondu contrôle et solidité. Naïma, de son côté, avait repris son métier sans bruit ni annonce officielle. Elle avait retrouvé un poste d'analyse financière au sein d'une structure plus modeste, choisie pour la rigueur de son fonctionnement plutôt que pour son prestige. Personne ne l'y présentait comme l'ancienne épouse d'un dirigeant influent, et elle n'en éprouvait aucun manque. Elle appréciait cette neutralité, car elle lui permettait de se définir par son travail, par la précision de ses analyses et par la constance de ses décisions. Elle retrouvait une forme de concentration qu'elle croyait perdue, une clarté née de l'absence de compromis imposés. Avec ses économies personnelles, elle avait acheté un petit appartement dans un quartier calme, loin des adresses autrefois associées à la représentation sociale. L'espace était modeste, mais il lui appartenait entièrement, sans justification ni négociation. Elle avait choisi chaque meuble avec une attention tranquille, consciente que cet environnement serait le prolongement de son autonomie retrouvée. Les murs, encore presque nus, reflétaient une sobriété qu'elle assumait comme un luxe discret.
Le premier matin passé dans cet appartement, elle avait installé son bureau près de la fenêtre, profitant de la lumière naturelle qui entrait sans contrainte. Sur la surface encore immaculée, elle posa une carte de visite nouvellement imprimée. Le nom y figurait simplement, sans titre ostentatoire, accompagné d'une fonction précise et assumée. Ce geste, apparemment banal, avait pour elle une portée symbolique considérable, car il marquait la restitution d'une identité longtemps diluée. Elle observa la carte quelques secondes avant de la placer bien en vue, comme pour s'assurer qu'elle n'aurait plus à la dissimuler. Un après-midi, alors qu'elle terminait un rapport, un courriel apparut dans sa boîte de réception. L'expéditeur était Raphaël. Le message était court, presque austère, et ne cherchait ni justification ni pardon. Il reconnaissait simplement des erreurs, admettait une forme de cécité volontaire et exprimait un regret sans attente de réponse. Naïma lut ces lignes une seule fois, sans tension particulière, puis referma le message. Elle ne répondit pas, non par froideur, mais parce qu'elle n'éprouvait plus le besoin de conclure ce dialogue. Le silence, cette fois, n'était ni une stratégie, ni une protection, mais un choix paisible. Le soir même, elle se regarda longuement dans le miroir de la salle de bain, observant un visage qu'elle reconnaissait enfin, sans effort. Elle remarqua que sa posture avait changé, presque imperceptiblement, et qu'elle ne baissait plus les yeux, comme elle l'avait fait si souvent auparavant. Cette transformation ne relevait pas d'une victoire éclatante, mais d'un réalignement intérieur, celui qui permet de se tenir droit sans chercher l'approbation. Elle sourit légèrement, non par satisfaction, mais par reconnaissance envers elle-même. Parfois, lors de réunions professionnelles, une question financière complexe surgissait, et elle se souvenait brièvement de cette soirée lointaine où une interrogation similaire avait bouleversé le cours de sa vie. Ce souvenir n'était plus chargé de colère ni d'humiliation, mais d'une lucidité nouvelle. Elle comprenait désormais que cette question n'avait jamais été une provocation isolée, mais le révélateur d'un déséquilibre ancien. En y repensant, elle mesurait combien cette scène avait agi comme un point de bascule, l'obligeant à choisir entre l'effacement et la réaffirmation. Raphaël, de son côté, continuait son chemin avec une retenue qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait appris à écouter davantage, à parler moins et à accepter que certaines portes ne s'ouvrent plus. Cette évolution, bien que tardive, lui offrait une forme de stabilité plus authentique que celle qu'il avait cherchée par la domination. Il savait désormais que le respect ne se décrète pas et que la peur n'est jamais un fondement durable. Ainsi s'installa un nouvel équilibre, dépourvu de triomphes spectaculaires, mais riche d'une cohérence longtemps absente. Naïma avançait sans avoir à prouver sa valeur, consciente que la véritable puissance réside dans la capacité à se définir soi-même sans dépendre du regard d'autrui. Elle avait compris que réduire quelqu'un au silence n'est jamais une preuve de force, alors que ne plus avoir à se justifier constitue la forme la plus aboutie de liberté. Merci infiniment d'avoir partagé ces instants avec nous et d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire fascinante de Naïma Touré. C'est un voyage intense, n'est-ce pas? De l'humiliation publique à cette libération silencieuse et méthodique. Si ce récit a résonné en vous d'une manière particulière, ce n'est peut-être pas un hasard. Bien que nous vous ayons présenté une narration dramatisée avec des personnages spécifiques, nous savons tous que la réalité dépasse souvent la fiction. Des femmes comme Naïma brillantes, compétentes, mais réduites au silence ou à un rôle de figurante dans les cercles de pouvoir existent bien plus qu'on ne le croit derrière les portes closes des grands bureaux parisiens, new-yorkais ou londoniens. Ce récit est, en quelque sorte, un écho à toutes ces batailles silencieuses pour la reconnaissance et l'indépendance financière qui se jouent réellement chaque jour, souvent invisibles aux yeux du public. Personnellement, ce qui me marque le plus ici, ce n'est pas la chute vertigineuse de Raphaël, mais l'élégance de la riposte de Naïma. J'ai souvent pensé que la vengeance était un plat qui se mange froid, mais dans ce cas précis, je dirais plutôt que la dignité est un trésor qui ne se négocie pas. Naïma n'a pas cherché à détruire l'homme pour le plaisir de la destruction. Elle a simplement cessé de protéger celui qui la méprisait.
Elle a retiré son filet de sécurité. C'est là que réside sa véritable victoire. Comprendre que le pouvoir ne consiste pas à crier plus fort que l'autre, mais à ne plus avoir besoin de son approbation pour exister. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Pensez-vous qu'elle a eu raison de partir juste avec sa part légitime? Ou aurait-elle dû être plus impitoyable envers Raphaël? J'ai vraiment hâte de lire vos analyses et vos points de vue dans les commentaires. Le débat est ouvert. Si cette histoire vous a inspiré ou touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Cela nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt.